Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que tout va bien pour vous. On est lundi, on est le 12 janvier 2026, quel début d'année. On est en 2026, qu'est-ce que ça m'inspire ? Comme tous les ans, t'as l'impression que c'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité pour faire plein de choses. Et il y a un côté où c'est vrai. Tu te remotives à faire des choses, tu te remets au sport, tu te remets à la lecture, à la méditation, ou tu commences du moins. Et puis c'est des choses que tu arrêteras dans quelques semaines, quelques mois, comme la plupart des gens. Bon, on va en parler de tout ça. Bienvenue dans Le Décalage, qui est un nouveau projet, un podcast. Moi c'est Vincent, j'ai 28 ans, je fais plein de choses dans la vie. Dans ce podcast, je vais prendre le temps de réfléchir un petit peu à voix haute sur tout ce que je vis, sur mes réflexions du moment, sur des choses que j'ai apprises dans la semaine, parce que je vais essayer de faire un épisode par semaine. Alors attention, je dis que j'essaye, ça veut pas dire que je m'y engage. On est là, petit chocolat chaud du matin. J'espère que votre début de semaine se passe bien. Qu'est-ce qui va se passer ? On va parler de plusieurs sujets, des petits trucs que j'ai notés au cours de la semaine. Alors aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et presque 7 petits sujets à aborder. Ça va être sympa. On commence tout de suite. De manière générale, ça va être un petit bilan de mon année 2025. Alors en quoi ça vous concerne ? Ça ne vous concerne pas. Mais c'est intéressant d'en parler tous ensemble parce que je pense qu'on a plein de points communs. Et on va commencer tout de suite avec un espèce de petit bilan perso, santé, mentale, etc. Et j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui est quand même fou, c'est que on procrastine énormément les choses les plus importantes. Et je trouve ça dommage. Et je vais essayer justement cette année de changer ça. Je m'explique. Ça fait des années, peut-être 3, 4, 5 ans, que je ne respire pas par le nez. J'ai ce qu'on appelle une cloison nasale déviée. Et donc, ça faisait des années et des années que je respirais pas. J'ai été voir des allergologues, j'ai fait des prises de sang, j'ai voulu chercher le problème, comme on dit, midi à 14h. Et en fait, c'était juste ma cloison nasale qui était déviée, que je le savais depuis 4-5 ans. Mais juste, j'avais peur de l'opération, j'avais peur de l'anesthésie générale puisque j'en ai jamais faite. Et je procrastinais cette opération de la cloison nasale pour la remettre droite. Finalement, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait il y a un peu plus d'un mois. Je respire, c'est incroyable, c'est une sensation folle. J'ai mes 2 narines, c'est fou. Mais je m'en veux parce que c'est quelque chose que j'aurais pu faire il y a 4-5 ans. Quelque chose qui m'aurait changé la vie il y a 4-5 ans. Alors que là, bon, ça me change la vie aujourd'hui, mais j'aurais pu vivre ces 4 ou 5 années en respirant plein gaz par le pif. Je ne l'ai pas fait, je regrette cette procrastination. Par la même occasion, j'ai procrastiné aussi sur mon genou. J'ai le syndrome de l'essuie-glace qui est commun. Et donc j'ai des douleurs quand je marche, quand je cours. D'ailleurs, je ne cours plus. Et pareil, ça fait des années que j'ai ça. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je sais, via mon ostéo, quels sont les exercices pour rééduquer ma jambe. Et je sais qu'en 3-4 mois sérieux, c'est réglé. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc, 2026, j'ai commencé ma rééducation de genou. C'est super, c'est génial. Mais tout ça pour dire qu'on procrastine énormément les choses qui sont importantes. Et ça peut être aussi autre chose que nous-mêmes. Par exemple, voir un proche, appeler sa grand-mère, sortir avec des potes qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est le genre de choses qu'on repousse, on se dit qu'on pourra le faire toujours plus tard. Alors qu'en fait, ça fait du bien de le faire tout de suite. Petite note un peu amère pour commencer, mais voilà, tout ça pour dire que cette année, je vais essayer de changer ça. On va en reparler à la fin de ce podcast sur les résolutions pour 2026 qui peuvent s'appliquer un peu à tout le monde, mais pour le coup, les vraies résolutions, comment on peut se donner des objectifs, les tenir et traquer un peu tout ça. Voilà, pour se faire un peu un contrôle, parce qu'on sait qu'on n'est pas très assidu. On va voir tout ça ensemble. Et je lis ça à Aristote, un concept que j'ai vu il y a pas longtemps.
c'est l'acrasia. En gros, ça se traduit par la faiblesse de la volonté. Et je trouve que la faiblesse de la volonté, ça fait un peu mal, mais c'est très vrai. Pour Aristote, en quelque sorte, il suffit pas de savoir ce qui est bien, mais encore faut-il le faire. Par exemple, ma cloison nasale, mon genou, appeler ma grand-mère. Je sais que tout ça, c'est des choses qui sont bien, ça me fait du bien, et c'est bénéfique pour moi, directement. Mais c'est pas parce que je le sais que je le fais. Et donc, je pense que 2026, c'est l'année de l'action. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans, mais là, j'y crois vraiment. Faut arrêter de remettre à plus tard par confort de l'instant présent. Faut plutôt choisir le long terme au court terme. En fait, ce qui est terrible, c'est pas justement de ne pas savoir. Parce que ce qui est terrible, c'est que tu sais qu'il faut le faire, mais tu ne le fais pas, c'est un choix. Tu choisis de ne pas le faire. C'est ça qui est terrible. Donc, selon Aristote, il y a 3 niveaux. Il y a ce que je sais, ce que je désire et ce que je fais. Et la solution à la procrastination, selon Aristote et selon mon interprétation de ce qu'Aristote explique, c'est en 5 points. Il faut agir avant d'avoir envie. C'est-à-dire que quand tu sais que c'est bien pour toi, faut le faire tout de suite. Faut pas réfléchir. Deuxième, répéter l'action jusqu'à ce que ça forme une habitude. Par exemple, ça fait 2 semaines que je rééduque mon genou. 4 fois par semaine, c'est devenu automatique. Je ne me dis pas, il faudrait que je rééduque mon genou. Non, c'est devenu l'habitude de la journée. Je commence, je prends mon petit déj, je fais mon genou et j'enchaîne la journée. C'est une habitude. Troisième solution, aligner désir et raison par l'éducation du caractère. Et ça, je pense que c'est le point le plus important et le plus difficile. C'est qu'il faut apprendre à prendre plaisir dans l'action. En fait, faut pas se dire « Ah, c'est une corvée » ou par exemple « Je dois manger sainement pour être en bonne santé ». Non, c'est « Je vais me faire plaisir en cuisinant ce plat et ce plat va être tellement bon qu'il va me procurer du plaisir à le manger et on transforme complètement notre perception des choses. Faut arrêter les phrases du style « Je dois faire ça pour mon bien ». Parce que le fait de dire « je dois », c'est comme une corvée, c'est comme une obligation, et c'est mauvais. Vaut mieux voir le côté positif de la chose. Je suis content de rééduquer mon genou, parce que je commence ma journée avec un peu de sport, ça me réveille de manière générale, et en plus, mon genou ira mieux dans quelques mois. Essayez de renverser cette vision des choses. 4e solution selon Aristote, viser le juste milieu et non la perfection. Ça sert à rien de vouloir tout changer d'un coup, comme tous les nouvelles années, on se dit vas-y je fais ça, si, plein de résolutions, au final on abandonne 95% de toutes ces résolutions au bout d'un mois. Ça sert à rien, il vaut mieux en sélectionner 1, 2, des choses vraiment importantes et qu'on sera capable de tenir sur le long terme. Et enfin, dernière solution selon lui, il faut devenir vertueux par la pratique et non par la théorie. Ça revient un peu au même de ce que je venais de dire avant, mais c'est essayer de changer sa vision de la tâche, de l'effort, de l'action. Il faut arrêter de verbaliser le devoir. Je dois, il faut le transformer en je le fais parce que j'ai compris ce que ça m'apporte et donc je sais que c'est bien pour moi. Il n'y a pas besoin de se l'imposer. Alors moi, je suis en phase d'essai encore par rapport à tout ça. C'est pas encore ça, mais je sens que ça va être bien. Deuxième point pour cette année 2025, les relations et l'humain. Premier point, j'ai fait un énorme voyage. J'ai fait un voyage de 7 mois à travers un peu le monde. Je suis parti aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, en Malaisie. Bref, j'ai fait un petit tour du monde. C'était très cool, un peu en sac à dos. J'ai rencontré énormément de gens. Et ces rencontres m'ont fait énormément de bien. Alors j'ai fait tout type de rencontres, hein, que ce soit les locaux qui montrent une autre culture, une autre façon de vivre, une autre façon de penser. Ça te permet de voir le monde et de voir la vie de manière différente. Et ça fait du bien, parfois, de changer de perspective. Les gens sont pas forcément ouverts d'esprit et sont peut-être renfermés, parfois, hein, dans leur façon de vivre. Et c'est sûrement le cas pour moi aussi.
eh bien le fait de partager, même avec d'autres gens qui sont enfermés dans leur état d'esprit, c'est juste que t'es pas dans le même monde, et donc tu t'ouvres. Donc ça permet de voir la vie différemment, et c'est hyper important de toujours rester ouvert. Et notamment aussi, les rencontres que j'ai faites avec des Français qui étaient à l'étranger, c'est fou comme le français à l'étranger est sympa. J'ai envie de dire, le français en vacances est sympa. Peut-être pas en vacances à Palavas-les-Flots ou sur la Côte d'Azur, mais quand t'es un Français étranger dans un autre pays, j'ai l'impression, c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai vécu pendant ces 6-7 mois, que les Français sont sympas ailleurs qu'en France. Peut-être que les gens que j'ai rencontrés, j'aurais jamais parlé avec eux en France. Et maintenant, en fait, c'est presque devenu des amis. J'ai gardé contact et ça me fait plaisir de les voir, même à Paris, par exemple. Alors que, honnêtement, c'est pas forcément des gens avec qui j'aurais engagé la conversation. Et ça, ça m'a poussé la réflexion un peu plus loin, et la conclusion est terrible, c'est que l'humain, j'ai l'impression que l'humain est con, en fait. L'humain, il est con de nature. C'est mon impression, encore une fois. Il est con avec les autres humains. Parce que l'humain ouvert aux autres, c'est la meilleure chose qui existe sur cette terre. Malheureusement, c'est pas souvent le cas. Deuxième point que j'ai appris sur l'humain, peut-être le plus gros point de mon année 2025, la source de stress et de malheur de mon année 2025, c'est qu'on ne peut pas changer les gens. Parce que je l'ai souvent entendu ça, on ne peut pas changer les gens, tu ne peux pas le changer. Mais moi j'ai envie de donner un petit détail à ça et de changer un peu la phrase. Pour moi, on ne peut pas changer les gens qui ne veulent pas changer eux-mêmes. Par exemple, moi je pense que c'est pas une bêtise de dire que j'ai changé sur des points cette année. Parce que, et uniquement pour cette raison, c'est que j'étais prêt à ça. J'étais prêt, consciemment ou inconsciemment, à changer sur ces points. Ma relation aux autres, mes avis, mes opinions sur certains sujets, ma perception de moi-même. Je pense que j'ai évolué sur ce genre de points parce que j'étais prêt à évoluer sur ces points. Alors est-ce que c'est une nature ou un tempérament ou juste de la volonté de changer, ou est-ce qu'on peut devenir quelqu'un qui veut changer ? Je me suis posé cette question par rapport à mon entourage, évidemment. Et j'ai vu un documentaire hyper intéressant. Jusqu'à voir ce documentaire, je pensais qu'on ne pouvait pas fondamentalement changer les gens et on ne pouvait même pas faire devenir quelqu'un en personne qui veut changer. Je sais pas si c'est très clair. Mais bref, le documentaire que j'ai vu, c'est White Right, Meeting the Enemy. C'est un documentaire qui a été réalisé par Dia Khan, qui est une réalisatrice iranienne, si je ne me trompe pas, musulmane, de confession. Et elle recevait depuis des années des menaces de mort, des menaces haineuses, des messages fous de l'extrême droite. Et cette dame, incroyable move, au lieu de répondre dans la confrontation à distance, sur Internet, via les messages, ou juste à ignorer, elle a décidé d'aller rencontrer directement ces personnes aux États-Unis. Alors pas directement les personnes qui l'ont insultée, mais les personnes qui font partie du groupe. Donc elle est arrivée, en gros, je la fais très courte, elle est arrivée aux États-Unis, elle a rencontré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, des néo-nazis, des suprémacistes blancs. C'est terrible à voir, mais c'est hyper intéressant, je vous recommande ce documentaire, je vous mets le lien en description. Et en gros, elle commence à tisser des liens avec eux, à comprendre leurs mécanismes, à comprendre leur combat en soi, à essayer du moins. Et elle se met à leur place, elle fait preuve d'empathie énormément avec ces gens-là. Elle discute beaucoup et elle fait des interviews. Elle fait des interviews avec notamment les leaders de ce genre de groupe. Elle discute avec eux, elle s'intéresse sincèrement, elle expose leurs idées racistes
de façon ils exposent leurs idées racistes de façon complètement décomplexée, assumée. Parfois, c'est très froid et ça fait peur, mais elle a un sacré courage. Au fur et à mesure, on comprend que les parcours personnels de chacune de ces personnes font en grande partie la raison de leur radicalisation. Donc ça va être de la solitude, des échecs, des déceptions, de la colère et tout ce genre d'émotions qui sont négatives pour l'humain. Et elle va confronter directement ces gens à leurs propres idées, en posant des questions hyper simples, sans agressivité, mais hyper pertinentes. Au bout de quelques mois, elle leur dit par exemple « Selon tes idées, je suis musulmane, donc je devrais quitter le territoire. Pourquoi moi ? Pourquoi tu me ferais ça ?» Et la plupart des mecs répondent qu'ils n'ont pas envie de la voir partir, et ils disent même « Tu es devenu mon ami, tu es mon ami maintenant. » Et de manière générale, c'était à chaque fois la première amie musulmane pour ces gens-là. Et l'évolution, elle est quand même contrastée. Là, c'est un peu romancé, mais l'évolution est contrastée. On le voit, certains restent complètement fermés et convaincus de leurs idées, et tant pis. Mais par contre, l'espoir, c'est que certains autres montrent des sortes de doutes. Parfois, commence un début de remise en question. C'est intéressant. Et à la fin, on voit même qu'il y a un des leaders d'un groupe extrême qui a quitté le groupe et qui s'est engagé dans une autre association qui est contre le racisme. Et ça, c'est fou. Ce renversement de situation est complètement fou. Et la conclusion de ça, par rapport à la question que je me posais, sa question à elle, c'est plutôt comment on peut faire pour comprendre l'ennemi, et est-ce que comprendre l'ennemi, ça peut être un moyen de faire reculer la haine. Et en fait, avec de l'empathie, de l'amour, elle montre qu'on peut faire ouvrir les yeux, du moins essayer, et faire changer les esprits de certaines personnes. Par contre, n'importe qui peut changer, peut-être, mais la condition primordiale, c'est la volonté. Je pense que, au fond d'eux-mêmes, même les pires d'extrêmes qu'elle a rencontrés, ils avaient au fond d'eux une petite volonté de changer, ceux qui ont changé du moins. Et je pense qu'il faut, au-delà de la volonté, un énorme soutien psychologique. Mais si on en revient à ma question, comment je peux me dire que j'arrive pas forcément à faire ouvrir les yeux de mes proches sur certaines choses, alors que on est quand même loin de l'extrême néo-nazi au fin fond des USA, qui est complètement manipulé par son propre groupe, et qui lui arrive à changer. Comment je m'explique que moi, j'arrive pas forcément à faire changer les gens? Je pense que c'est cette notion de volonté. Et voilà. Donc on ne peut pas changer les gens qui ne veulent pas changer. Pour moi, c'est ça. 2025, un peu plus joyeux. Mes projets, mon travail, ce que j'ai appris. La chose que j'ai appris le plus en 2025 par rapport à mon boulot, c'est que j'ai appris à apprécier le désordre dans lequel j'étais. J'ai plein de projets dans ma tête, parfois plusieurs par jour et beaucoup trop. Et avant, je me devais et je m'obligeais de filtrer tous ces projets-là pour en garder seulement quelques-uns qui allaient peut-être un jour voir le jour. Et maintenant, mon agenda, c'est juste un grand bazar. Ça passe du coq à l'âne sans arrêt, mais c'est tout de même organisé. J'ai compris que j'étais quelqu'un qui n'aimait pas la routine, qui n'aimait pas faire la même chose tous les jours. Et j'aime faire tout en même temps. Et une fois que j'ai accepté que j'étais comme ça et que c'était pas forcément mal d'être comme ça, bah ça va beaucoup mieux. Ça me fait vraiment vibrer d'avoir plein de projets en même temps, même si je m'y perds parfois. Quelques exemples. Cette année, j'ai une newsletter qui aide les comédiens dans leur parcours. Bah, j'ai amélioré cette newsletter. J'ai travaillé avec des potes qui ont une boîte de prod.
cette année et je fais 1000 trucs en même temps avec eux, déjà, directement. Donc même dans un seul projet, j'ai plein de facettes et je trouve ça trop cool, je suis un peu un couteau suisse. J'ai créé une application d'assistance aux décisions pour jouer au blackjack et j'en ai fait une vidéo qui est disponible sur ma chaîne principale. Et pareil, j'étais pas du tout développeur, mais aujourd'hui avec l'IA on peut faire de grandes choses. Et donc c'était hyper intéressant, c'était un projet qui m'a vraiment animé. J'ai fait un site internet pour justement présenter cette application. J'ai créé des tableaux de suivi de mes investissements personnels. J'ai fait un bot de trading sur un mini ordinateur, un Raspberry Pi 4 modèle B pour les connaisseurs. Pareil, j'y connaissais rien. C'est juste quand j'ai une idée et quand j'ai un truc qui m'intrigue, j'ai envie de pousser jusqu'au bout pour voir, pour comprendre. Et je trouve ça trop intéressant. Je me suis fait une mini appli, ce qu'on appelle un widget sur les téléphones, qui me permet de traquer ma consommation d'eau. Alors, il y en avait plein qui existaient, et c'est ça qui est fou chez moi. C'est qu'il y avait plein de mini-applications qui marchaient plutôt bien, mais elles n'étaient pas comme je l'avais imaginé dans ma tête. Et donc, j'ai décidé tout simplement de faire le mien, mon widget. Et j'en suis très content. Le design n'est pas ouf, mais il est efficace pour moi. Et bref, j'ai aidé pas mal de gens dans leur réflexion sur leurs projets à eux. Parce que l'avantage de faire plein de projets de mon côté, c'est que j'ai vu plein de trucs différents et donc je peux aider les autres. Et ça, c'est trop cool. Et j'ai encore plein d'autres projets. Et par exemple, ce podcast. Voilà, j'ai déjà trop de projets. Et je lance ce podcast pour la raison simple que j'ai l'impression que je suis pas capable de parler longtemps sans bégayer. Alors que là, j'ai l'impression que ça va. Mais l'objectif de ce podcast-là, c'est d'évoluer dans le sens où j'aurai quasiment plus rien d'écrit. J'ai envie d'apprendre à parler de façon naturelle. J'ai fait beaucoup de vidéos, mais dans ces vidéos, il y a beaucoup de scripts. Je sais où je vais. Là, j'ai envie de me mettre dans la difficulté, en quelque sorte. Me mettre dans un exercice qui est compliqué. Parler longtemps, sans notes. Ouais, c'est compliqué et j'aime l'exercice pour l'instant, même s'il me fait un peu stresser, je vous avoue. Donc bref, cette année, j'ai appris à m'écouter en matière de travail et j'ai appris à faire ce que je veux dans le bazar, mais pas dans le brouillard. C'est dans le bazar, mais organisé. 4e point, la création de contenu. Justement, ça fait 10 ans, voire peut-être même plus, que je fais des vidéos dans mon coin. J'ai pas tout posté, il y a des trucs que j'ai postés qui ont été supprimés par honte, malheureusement. Mais j'ai jamais pris sérieusement la création de contenu dans mon quotidien. J'ai essayé plein de trucs, il y avait rien qui me plaisait. Ce podcast, comme je disais, c'est un nouveau exercice pour moi. Et je pense que c'est nécessaire, parce que j'ai envie de m'améliorer là-dessus, et donc pourquoi pas le faire. J'avais eu envie de faire un podcast il y a 1 an, mais pareil, je me suis trop pris la tête, j'ai trop réfléchi le truc. J'ai conceptualisé, j'ai pensé dans tous les sens. Là, je me suis juste dit, j'ai noté quelques trucs et j'enregistre et on verra bien. Et j'ai hâte de voir l'évolution de ce truc. J'espère que dans quelques semaines, quelques mois, ce sera une petite page avec quelques tirés et on pourra parler naturellement de tout ça. Et j'ai trouvé, après une dizaine d'années, à quoi me sert YouTube aujourd'hui en format long. Je pense avoir trouvé. C'est que cette année, j'ai essayé un peu plus de façon sérieuse des choses qui m'intéressent profondément. Et donc, c'est tout bénef, parce que la vidéo que je fais sur ce sujet, sur ce sport, cette thématique, elle me sert en perso, et le perso sert à la vidéo. En gros, par exemple, j'ai mangé végétarien pendant 30 jours, par exemple. Cet exercice de manger végétarien pendant 30 jours, je l'aurais pas tenu s'il n'y avait pas eu la vidéo. Et en même temps, la vidéo est bien, j'espère, allez la voir, dites-moi, et elle est intéressante parce que j'ai fait les 30 jours sérieusement. Donc la vidéo, elle me permet de cadrer mon défi, donc le défi devient intéressant, et vu que le défi est intéressant, la vidéo est cool. Donc en fait, le défi sert la vidéo sert le défi, et de manière plus large, la vidéo YouTube me sert personnellement à essayer des choses dans la vie que j'ai envie d'essayer depuis longtemps. Par exemple, là, en ce moment, je suis sur mon défi de devenir humoriste.
voilà, j'ai envie de devenir humoriste. C'est un petit défi à la con. C'est pas vraiment ma volonté première d'être humoriste, mais c'est juste me mettre dans l'exercice de faire drôle sur demande des gens qui sont venus pour rigoler. Je trouve ça fou. Donc je suis dans ce défi-là. J'avais fait aussi 30 000 pas par jour, j'avais fait 1000 pompes par jour pendant 30 jours. Bref, c'est pas toujours intelligent, mais c'est mes envies, et voir mes envies se réaliser à travers un format YouTube qui me plaît et que j'aime regarder, je trouve ça trop cool. Pour ce qui est des formats courts, en ce moment là j'essaye sur Insta, TikTok et même sur YouTube Short de poster simplement des réflexions que j'ai, des petits tirés que je note jour après jour, et ça me fait des petites notes perso sur ce qui se passe dans ma tête et de ce que j'apprends un peu tous les jours. Et c'est cool parce que ça me fait... comment dire, ça me fait, ouais, c'est ça, des petites notes. Je m'en rappellerai. Dans un an, je regarderai ça en arrière et je me dirai, ah ouais, je pensais ça à ce moment-là. Et je trouve ça intéressant de l'avoir en vidéo parce que des notes écrites, tu te souviens pas forcément de l'état d'esprit dans lequel t'étais quand t'as écrit, alors que la vidéo, bah, juste ça se voit. Donc c'est un peu comme ce podcast d'ailleurs. Ce podcast, c'est aussi un peu un journal de bord qui me permettra de voir où j'en étais. Et je trouve ça trop bien. N'hésitez pas à faire pareil. Je trouve que c'est important de noter ce qu'on fait, pas forcément tous les jours, mais d'avoir un espèce d'historique, parce qu'on oublie trop vite comment on était, à quel moment, pourquoi on a pris telle décision. Et donc je trouve que c'est important d'avoir un petit historique et pouvoir s'y référer dans le futur. Petite conclusion sur la création de contenu, je crois que j'aime créer, ça c'est une certitude, parce que ça me manque quand je le fais pas. Mais ce que j'ai compris cette année, c'est que c'est pas mon métier. Enfin, j'attends rien de la création à part la création en elle-même. Donc, je me mets pas la pression et j'ai pas d'objectif. Et je crois que si je me mettais la pression et si je me mettais des objectifs, ou si ça devenait un métier, bah ça m'enlèverait tout le plaisir et c'est vraiment pas ce dont j'ai envie. Je me suis mis au tennis récemment. C'est comme si j'avais pour objectif de devenir joueur pro. Bah, je pense que mes entraînements, psychologiquement, ça serait pas les mêmes. Je pense que je souffrirais physiquement. Je pense que je verrais moins le plaisir dans les matchs. Et donc, bah, il y aurait plus aucun intérêt parce que j'ai commencé le tennis par plaisir. Donc c'est un peu pareil pour la création de contenu. Dernier point, maintenant, les résolutions. C'est quoi la suite 2026, je vais être heureux. C'est le premier point. Et je pense que ça devrait être le point principal pour la plupart des gens. Sauf si vous l'êtes déjà, et ça c'est super. Être heureux, je dis pas que je le suis pas, mais je l'ai pas forcément été toute mon année 2025, donc voilà, j'ai envie d'être heureux, et pour ce faire, j'ai un plan. Mon plan, ça serait d'inverser l'ordre de mes priorités. Vous vous rappelez, au début, je parlais de procrastination, des choses importantes. Et ben, là, j'ai trouvé une méthode sur Internet d'un mec, je sais plus son nom, qui donnait l'idée de remplir son agenda à l'envers. C'est-à-dire que moi, j'ai un énorme avantage, je travaille de chez moi, j'ai mes propres projets, je suis mon propre patron, entre guillemets, donc je fais un peu ce que je veux quand je veux, et je vais remplir mon agenda de cette manière à partir de maintenant. En premier, mes loisirs et mes plaisirs. Donc le sport, la guitare, voir des potes, aller boire un verre, courir, ne rien faire. Je peux me mettre une journée off si je veux, jouer à des jeux vidéo. Bref, ça, c'est mes envies, je les écoute en premier. Je note 1 heure de sport ici, 30 minutes de guitare par là, et ma semaine est déjà un petit peu remplie. Ensuite, deuxième point, je mets ma santé. La rééducation de mon genou, par exemple. Prendre 2 heures tous les jours pour faire à manger, pour manger sainement. Me prendre 20-30 minutes le matin pour aller marcher, parce que je suis sédentaire, je suis à la maison et je bouge pas sinon. Du moins les jours où je fais pas de sport, je bouge pas. Voilà. La semaine est remplie 2 fois plus. On arrive seulement maintenant au troisième point qui est le travail. Donc les projets qui me plaisent d'abord. Les projets qui me plaisent, je remplis mon agenda, tac tac tac. J'ai une semaine déjà qui est bien chargée. Et dernier point, je mets tout le reste. Ce qui me fait le plus chier, mais les obligations, l'administratif, et je cale ça dans les petits trous. Dans les petits trous de mon agenda. S'il n'y en a pas, eh ben, je rallonge un petit peu ma journée, ou je la commence avec le truc chiant. Et comme ça, j'ai une semaine complète, et psychologiquement, j'ai d'abord calé les trucs qui me font kiffer. Parce que la vie, c'est du kiff. En vrai, on n'a qu'une vie. Pourquoi on est tout le temps en mode
j'ai mon taf, j'ai mes 35 heures en salariat par exemple, et quand je rentre, je suis fatigué et j'ai pas forcément la motive d'aller faire du sport, ou juste j'ai pas forcément envie de sortir et de voir des potes parce que je suis fatigué. Alors c'est compliqué quand t'es en salariat, j'imagine, mais peut-être, je dis peut-être, qu'il y a des solutions avec cette méthode-là. Tu te lèves peut-être 1 heure plus tôt, ce qui fait que tu te coucheras peut-être 1 heure plus tôt aussi, mais ça veut dire que tu peux commencer ta journée avec un truc qui te fait kiffer. Tu peux faire ta séance de sport le matin, tu peux juste te prendre une grosse demi-heure pour faire un big petit-déj, des œufs brouillés, des tartines de confiture, un bon café, un truc qui te fait du bien dès le matin. Je pense qu'on peut commencer la journée par un truc qui nous fait kiffer. Et au-delà du fait que tu peux moduler ton agenda en commençant par les choses qui te font kiffer, si t'as pas le choix parce que t'as des horaires et que t'as un patron, etc., je pense que tu peux moduler les trous que t'as dans ton agenda pour en mettre des trucs où tu kiffes et pourquoi pas commencer ta journée par un truc que tu kiffes. J'ai un objectif aussi par rapport au sport. Cette année, je veux être 30, classé 30 à la fin de l'année en tennis. Pour ceux qui connaissent pas, 30 c'est un bon débutant, on va dire. Un débutant qui commence à savoir jouer. Donc voilà, en un an, être classé 30, je trouve que c'est cool. C'est un objectif atteignable et en même temps challengeant. J'ai fait des études pour être prof de PS, petite parenthèse, et on appelle ça le décalage optimal quand on fait ça pour les élèves. Le décalage optimal, c'est vraiment l'objectif que tu proposes à un élève qui va lui paraître compliqué à atteindre, mais atteignable tout de même. Et c'est dans ce décalage optimal que tu arrives à avoir le pic de motivation et le moment où tu vas te défoncer pour y arriver. Et donc là, je suis dans mon décalage optimal en me proposant un classement de 30 en fin d'année. Parce que 30, c'est atteignable, mais en une année, ça devient chaud. Mais je sais que c'est atteignable. On en reparlera au fur et à mesure. Pour finir, c'est bien beau de balancer des résolutions comme ça, des trucs, je vais marcher tous les jours, je vais faire mon sport et tout. Mais je pense qu'il faut quantifier dans la vie. Et donc, je me suis créé un petit tracker quotidien que j'ai vu sur une vidéo d'un entrepreneur français qui l'avait lui-même repris d'un entrepreneur américain qui lui-même l'avait repris à quelqu'un d'autre. Bref, j'ai plus les noms, mais je vous mets une petite photo de ce à quoi ça ressemble. C'est un petit carnet, dans lequel on a des choses hyper simples et c'est hyper rapide à remplir et à comprendre. Je vais peut-être mettre ce podcast aussi en audio, donc je pourrais pas vous le montrer, mais je vais vous expliquer à quoi ça ressemble. Donc là, je l'ai sous les yeux. En gros, c'est une double page. Tu as la page de gauche, la page de droite. C'est un petit carnet en format A5, si je dis pas de bêtises. Je suis pas spécialiste de la papeterie, mais je crois que c'est ça. Donc on a sur la page de gauche le mois, par exemple janvier, et on a des numéros de 1 à 31, tous les jours, une ligne par jour. Cet endroit-là, on va juste écrire en fin de journée un truc qu'on veut retenir de notre journée. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être je me suis fait un super bon plat, ça peut être un chagrin, ça peut être une fierté. J'ai réussi à faire ça dans mon taf, j'ai réussi ça dans mon sport. Aujourd'hui, j'ai bu tant de litres d'eau et je suis content. Un truc remarquable qui fait que quand tu liras ça dans 1, 2, 3 ans, tu te diras ah ouais, c'est vrai, cette journée-là. Un petit... comme le petit poussé, un petit caillou qui fait que tu te rappelles que t'es passé par là à ce moment-là. Ensuite, page de droite, t'as 2 parties. La première partie, à gauche de la page de droite, c'est... moi, j'ai mis 5 colonnes. Une colonne par objectif quotidien. Par exemple, moi, j'ai mis, première colonne, boire au moins 2 litres d'eau. Deuxième colonne, marcher 20 minutes par jour, ou alors faire du sport dans la journée. Troisième colonne, les connaissances. Je veux noter au moins un truc que j'ai appris dans ma journée. Et si c'est pas fait, il faut que je le fasse. Il faut que je trouve un truc intéressant sur Internet, dans un livre, peu importe, et je me le note dans un autre cahier. La connaissance du jour, en gros. Parce que je veux pas m'endormir bête. Quatrième point que je veux traquer tous les jours, c'est la lecture. Je vais me mettre à lire 20 minutes par jour. Souvent avant de dormir, ça me permet de m'endormir plus facilement. Et rééducation du genou. Bon, ça c'est pour le mois de janvier par exemple, mais à tout moment j'en aurais plus besoin, peut-être en mars, et donc je changerai cette habitude que je veux traquer en quelque chose d'autre. Et donc j'ai des colonnes, et dès que je fais cette tâche, je remplis la case d'une couleur. Donc ça fait que si la case n'est pas remplie, c'est que j'ai pas fait mon objectif,
Et si elle est remplie, c'est que c'est fait. Au moins, c'est visuel, c'est rapide. Et tu peux voir, par exemple, ça fait 3 jours que j'ai pas fait tel truc. Bon, bah maintenant, je me bouge. Et la deuxième partie de la page de droite, c'est l'humeur générale. C'est juste un espèce de graphique de 1 à 10. Tu mets le point de ton ressenti. Par exemple, aujourd'hui, j'étais à 3 sur 10. Donc, je me sentais pas très bien. Et donc, au fur et à mesure, ça fait évoluer le graphique. Voilà, ça c'est mon tracker que j'essaye cette année. Je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer de faire au moins une année entière avec ça. Et on verra si ça fonctionne. On verra si ça sert à quelque chose de regarder les mois précédents. Je vous tiens au courant, dans tous les cas. Voilà, je pense qu'on est à 35 minutes. C'est une bonne durée pour un premier podcast. Je sais pas ce que vous en pensez de ce podcast. Je sais pas ce que j'en pense non plus. Je pense que je dois travailler sûrement sur l'éthique de langage. Je dois souvent dire je dois réfléchir un peu trop et donner des phrases qui veulent pas dire grand chose parfois, ou me répéter. Peut-être que je me répète. Bref, des trucs à améliorer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube ou je sais pas si on peut mettre des commentaires sur les plateformes. J'y connais rien encore une fois, c'est un nouveau projet. Mais du moins, si on peut, faites-le. Et si on peut pas, vous m'envoyez un petit message sur Insta ou quoi. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, vous, pour 2026 De vous fixer des objectifs dans le décalage optimal, atteignables, faisables, et je vous souhaite de les tenir. Et n'hésitez pas à faire un petit tracker aussi comme ça. Ça peut être sous une autre forme, mais juste un truc quantifiable, un truc qui te permet d'avoir un historique écrit, ou du moins visuel, pour pas que ce soit des résolutions dans le vent. C'est dommage. D'ailleurs, est-ce que je peux vraiment vous souhaiter quelque chose ? Est-ce que c'est pas juste de la volonté ? Et peut-être une part de destin ou de chance, pardon. Parce que souhaiter quelque chose, c'est j'attends que ça t'arrive. Le souhait, c'est peut-être pas le meilleur truc. C'est un peu trop passif. Non, alors je vous souhaite d'être honnête avec vous-même et de vous fixer des objectifs que vous pourrez atteindre. Je vous souhaite d'être heureux. Et on se voit la semaine prochaine avec d'autres petites thématiques, d'autres trucs que j'aurai notés dans la semaine. Et voilà les potes. Bonne année, bonne continuation, enfin bon début d'année. Et à bientôt. Ciao.